Bonjour à toutes et toutes. Je vais également faire ma petite séance de remerciements, plus rapide que M. Ledoux, mais merci au comité d'organisation, merci en particulier à M. Freund d'avoir sollicité Axence pour ce colloque source de carbone et donc de m'avoir proposé de faire cette intervention sur le panorama de la pétrochimie. Donc je suis ravi, heureux d'être là, en face de vous, et puis également sur la chaîne YouTube. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté, donc je la fais en français, parce que la majorité des gens vont la faire en français, et puis c'est plus facile pour moi, même si je parle beaucoup anglais dans mon travail. Et je m'en excuse donc par avance pour les gens qui vont me regarder et qui ne maîtrisent pas complètement le français. Donc le panorama de la pétrochimie que je vous propose, il y a 5 parties. Donc une introduction où je vais un peu planter le décor en expliquant qu'est-ce qu'on fait actuellement, alors notamment avec les sources fossiles, bien évidemment. On s'arrêtera ensuite sur quelques données marché où je vous montrerai un peu ce qu'Axence et les autres observateurs voient et anticipent pour les 5, 10, 15 prochaines années. Alors après, il faut quand même garder une certaine prudence dans ces analyses. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, où je vous présenterai de manière détaillée les technologies actuellement mises en œuvre, alors notamment pour les grands intermédiaires oléfiniques et aromatiques. Je passerai quelques minutes sur deux grands intermédiaires que sont le méthanol et l'ammoniac, mais ma présentation s'appesantira essentiellement sur les oléfines et les paraffines. Dans une 4e partie, je vous montrerai ce qu'Axence notamment fait pour cette transition de la pétrochimie, donc en termes de décarbonation, en termes de développement de technologies plus durables, avant de conclure. Donc plantons le décor avec une introduction qui va poser quelques ordres de grandeur, quelques chiffres, et qui va vous montrer qu'en fait, je l'imagine d'ailleurs que beaucoup d'entre vous le savent, il suffit de regarder autour de vous pour voir que la pétrochimie est omniprésente autour de nous, que ce soit dans les transports, les bâtiments, la communication, le packaging, l'alimentaire, la pharmacie, et j'en oublie. Et en fait, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que l'ensemble de tous les produits chimiques indispensables à notre vie moderne, je dirais, repose sur quelques grands intermédiaires ou intermédiaires primaires. Et une grande majorité de ceux-ci, je montrerai quelques chiffres, finissent en polymère. Alors, on va voir comment ça se passe, bien sûr. Donc, les quelques grands blocs sur lesquels repose la pétrochimie, ça peut faire débat. Il y en a certains qui en rajouteront quelques-uns, mais disons que globalement, 7 grands intermédiaires sont utiles à la majorité des produits chimiques qu'on va fabriquer, notamment les matières plastiques, l'engrais, j'en parlerai, comme je l'ai dit, de manière courte, mais c'est important de le souligner, M. Ledoux l'a mentionné. Donc on a les intermédiaires, les grands intermédiaires oléfiniques, l'éthylène, le propylène. Chez Axence, on rajoute également les oléfines en C4, notamment le butadiène, parce que c'est un intermédiaire important pour faire les caoutchoucs. Bien sûr, la famille des aromatiques, benzène, toluène, xylène, et parmi les xylènes, notamment le paraxylène, pour faire le PET, je reviendrai dessus ultérieurement. Et puis donc 2 autres molécules sur lesquelles je vais passer rapidement, mais je vais quand même m'appesantir un tout petit peu dessus. Donc le méthanol et l'ammoniac. Alors, fixons aussi quelques ordres de grandeur. Ces grands intermédiaires vont permettre de produire, alors les chiffres datent un peu, mais c'est l'ordre de grandeur, pratiquement 1 milliard de tonnes de produits chimiques. Et sur ce milliard de tonnes, 40% environ sont des matières plastiques, des polymères, et environ 30% des engrais. Alors, je veux citer la source de plusieurs de graphes que je vais montrer. C'est un rapport de l'AIE qui s'appelle The Future of Petrochemicals. Et donc, cette charte est reprise de ce rapport qui lui-même a été repris d'un papier qui vient de Environmental Science and Technology, et je vous le recommande. Ça fait un flow mapping des produits chimiques. C'est très, très intéressant comme analyse. Donc, comme je l'ai dit, je vais surtout parler oléfines et aromatiques, mais je m'arrête un instant sur le méthanol et l'ammoniac, parce que ce sont bien évidemment deux blocs clés dans la pétrochimie. Donc,
Et d'ailleurs, ce sont deux produits qui, quelque part, se ressemblent dans le sens où ils utilisent massivement l'hydrogène, qui, à l'heure actuelle, est le fameux grey hydrogen, hein, puisque fait à partir de steam methane reforming. Donc, d'une part, le méthanol, qui est synthétisé à partir du CO et de l'hydrogène, et dont une majorité une forte proportion, environ 40%, sert à faire le formaldéhyde qui trouve des débouchés dans les matières plastiques, les peintures et d'autres applications. Donc, quant à l'ammoniac, hein, je pense que vous le savez tous, hein, la majorité sert à faire des fertilisants, hein, des engrais, dans une très large proportion, environ 80%. Et il y a peut-être un point à noter, puisque c'est vrai qu'on peut pointer du doigt parfois l'industrie pétrochimique ou l'industrie des engrais. Là, quand on synthétise de l'urée, on réutilise le carbone qu'on a émis quand on a fait l'ammoniac. Hein. Donc c'est quand même un exemple où, quand les deux systèmes sont proches, il y a un vrai couplage et on limite les émissions de CO2. Donc maintenant, j'en viens au cœur du sujet, hein, donc les fameux... Alors, c'est vrai qu'il y a des anglicismes, hein, je m'en excuse. Donc HVC, hein, je ne l'ai pas mentionné, donc c'est High Value Chemicals pour les anglo-saxons, donc les intermédiaires, les grands intermédiaires aromatiques et les grands intermédiaires oléfiniques. Et sur quelques slides, je vais vous montrer qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, ces quelques blocs primaires permettent de faire la majorité notamment des matières plastiques. Donc bien sûr, l'éthylène, le polyéthylène, avec, comme je montrerai, adjonction de certaines alpha-oléfines pour adapter les propriétés du polyéthylène. Un autre exemple, c'est celui du PET, hein, qui est fait à partir du PTA et du monoéthylène glycol, qui eux-mêmes, en remontant la chaîne, viennent du paraxylène d'un côté et de l'éthylène de l'autre. Autre exemple, et je m'arrêterai là, pour faire le polystyrène, on utilise du benzène et de l'éthylène pour faire de l'éthylbenzène, puis du styrène avant de le polymériser. Un dernier exemple, les polycarbonates, hein, qui utilisent la chimie du phénol, qui lui-même provient du cumène et lui-même issu du propylène et du benzène. On pourrait multiplier les exemples. Hein. Ces grands blocs constituent la majeure partie des molécules chimiques finales qu'on utilise. Toujours en introduction, plantons aussi un autre ordre de grandeur. D'où viennent la source principale de fabrication des produits pétrochimiques, c'est l'oil and gas. Ça représente donc en termes de pétrole 13 millions de barils par jour. Donc ce sont des chiffres de 2018, donc c'est peut-être à mettre à jour, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est 14% de la consommation de pétrole et environ 8% de la consommation de gaz. À noter, hein, dans ces chiffres que ça représente non seulement la matière qui va être transformée, mais également l'énergie nécessaire pour transformer cette matière. Quand on parle de 13 millions de barils ou 300 milliards de mètres cubes. Pour terminer cette introduction, je ne peux pas passer, bien sûr, sans parler des challenges auxquels fait face la pétrochimie, hein. Que ce soit des challenges en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de CO2, en termes aussi d'importance dans le système énergétique mondial, hein, puisque la pétrochimie intervient pour la fabrication des panneaux solaires, intervient pour la fabrication des éoliennes. Donc, ces challenges, ces problématiques, la pétrochimie, j'en parlerai au cours de la présentation, devra les adresser si on veut que cette fameuse augmentation de température se limite. Et c'est aussi, j'en parlerai dans la conclusion, à mon sens, hein, important que l'ensemble des acteurs, et d'ailleurs M. Ledoux l'a souligné, hein, à la fois les industriels, à la fois les politiques, les fournisseurs de technologies comme Axens, et chacun d'entre nous, c'est-à-dire les gens qui constituent la communauté dans laquelle on vit, agissent de concert pour cette transition. J'en viens à la partie marché. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que, comme on le sait tous, hein, on vit dans un monde carboné et on ne sort pas d'un monde carboné qui a amené un certain niveau de vie, un certain confort comme ça. Et les données marché que je vais présenter montrent qu'on aurait tous envie de vivre dans un monde où on peut se passer de pétrole et de gaz, mais la tendance, elle n'est pas encore là. Donc alors, tout n'est pas noir, hein, et heureusement qu'on a du pétrole, hein, parce que du jour au lendemain, je pense qu'on tomberait dans une grosse crise si on ne s'en servait plus. Donc, premier chiffre, hein, 2022, on est revenu à une demande mondiale de pétrole au niveau de 2019.
Et donc ça, c'est un rapport de l'AUE 2021 qui le montre. Et si on va un peu plus dans le détail, donc en termes de produits à partir de ce pétrole, qu'est-ce qui excusez-moi, drive, j'arrive pas à trouver le mot en français, qu'est-ce qui drive cette demande? C'est essentiellement, pour une bonne partie, la demande en source pour faire des produits pétrochimiques, environ 70%. Donc sur le graphe montré, hein, ça recouvre donc le naphtha et les charges légères telles que l'éthane et le LPG. Et cette croissance, hein, cette demande en pétrole pour faire des intermédiaires pétrochimiques, elle est totalement corrélée au fait que la plupart des études, donc Axens et d'autres observateurs, montrent que sur les 5, 10, 15 prochaines années, il y a une demande en grands intermédiaires aromatiques et oléfiniques qui est là, donc, alors, qui va quand même s'atténuer avec le temps, hein, puisqu'on de 3,5 jusqu'à l'horizon 2026, on va tomber à 2,5 à l'horizon 2030. Au-delà, c'est comme je l'ai souligné en introduction, un peu plus sujet à caution, mais malgré tout, il y aura une croissance qui sera là, liée à l'augmentation du niveau de vie de certains pays, aux besoins dans ces produits qui constituent finalement ce dont a besoin la société. Pour terminer, donc, cette vue marché, je vous montre ce graphe qui montre la quantité globale de matières plastiques produites. Alors ça s'arrête en 2015. Bon, comme toute courbe qui monte, à un moment donné, il faudra quand même que ça s'arrête, mais c'est quand même assez exceptionnel, alors, dans tous les sens du terme, de voir cette quantité de matières plastiques produites depuis les années 50. Et par contre, ce qui est positif, c'est que d'un point de vue marché, ce qu'on voit, et c'est une étude de McKinsey qui le dit, c'est que le recyclage, c'est déjà une réalité. On a le recyclage mécanique qui, en 2020, compte pour à peu près 7% de la production de matières plastiques. Et cette étude montre dit qu'à l'horizon 2030, on devrait avoir un peu plus de recyclage mécanique et surtout le développement assez important de recyclage chimique. Donc c'est pas back to polymers, c'est back to monomers. Donc on dépolymérise pour refaire ensuite des polymères. Et à l'horizon 2040, ça devrait être entre, alors bon, bien sûr, c'est loin, donc il y a une fourchette, mais entre 20 et 30% de plastique consommé qui vient du recyclage. Alors, ce qu'on peut aussi dire, pour terminer sur cette partie recyclage, c'est que ça ne sera pas vrai dans tous les pays du monde, c'est très clair. Et très probablement, on va voir ce développement du recyclage dépendre déjà du coût relatif entre le virgin plastique et le recycle plastique, bien sûr. Donc ça dépendra des pays dans lesquels on est, et ça dépendra aussi du comportement des consommateurs. Je pense qu'il y a et également d'incitation gouvernementale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des pays qui sont un peu en tête de pont du recyclage, notamment en Europe, la Corée, le Japon, et que c'est probablement là où on verra les 30% ou plus de recyclage de plastique qu'on anticipe. Donc après cette vision marché, je rentre dans le vif du sujet. Donc cette fois-ci, on va parler plus technique. J'utiliserai parfois des termes un peu abscons pour certains. Je m'en excuse par avance. Les questions seront là pour y répondre. Donc les routes, les voies plutôt, pour faire ces grands intermédiaires oléfiniques et aromatiques sont globalement au nombre de deux. Il y a la voie qu'on appelle la voie steam cracker, celle du haut, alors qui peut accepter, et je reviendrai un peu plus dessus en détail, un panel assez important de charges, des plus légères comme l'éthane jusqu'à d'autres beaucoup plus lourdes. Et puis il y a la voie aromatique au sens large, mais notamment donc celle que je vais présenter, la voie dite du complexe aromatique, qui prend comme charge un naphtha lourd, c'est-à-dire un naphtha où il y a des molécules avec plus de 6 atomes de carbone, pour faire donc les fameux BTX et notamment le paraxylène. Et bien sûr, j'oublie pas de parler, puisque j'en parlerai dans la 4e partie de ma présentation, le fait qu'on développe des technologies, des solutions pour produire ces intermédiaires à partir de sources alternatives. Alors, vous voulez me dire, j'adore l'AIE, je ne travaille pas l'AIE, mais ce rapport, je vous suggère d'ailleurs, si vous n'en aviez pas connaissance, The Future of Petrochemicals, de le lire. Il est vraiment très très intéressant, très complet. Et donc ce graphique est repris de ce document pour montrer d'où viennent les charges qui vont alimenter ces deux voies.
Donc de manière très, comment dire, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais de manière très schématique. Donc le raffinage va faire la majorité du naphtha qui va alimenter notamment les complexes aromatiques quand on parle de naphtha lourd et les steam crackers quand on parle de naphtha un peu plus léger. Et puis, bien évidemment, tout comment dire, le bloc de séparation, de traitement du gaz naturel donc va permettre de faire l'éthane et le LPG qui vont être principalement source pour la voie steam cracker. Donc je commence par la voie steam cracker, donc la route pour faire des oléfines. Donc vous avez là un schéma très simplifié, bien évidemment, mais qui vous montre quand même la complexité de je vais appeler ça une plateforme technologique pour transformer les charges légères que sont l'éthane ou les charges un peu plus lourdes que sont le naphtha en un ensemble de produits finis, et notamment, bien sûr, c'est une machine à faire de l'éthylène et dans une moindre mesure du propylène. Donc, sans rentrer dans tout le détail de tous les équipements qui constituent une telle plateforme, mais on y trouve bien évidemment les fours de craquage, on y trouve tout un ensemble d'équipements pour faire la séparation, tout un train de compression, etc. Et le traitement aval, j'y reviendrai un peu plus en détail, pour purifier ces coupes, tout en minimisant d'ailleurs notamment les pertes dans les produits à plus forte valeur ajoutée. Alors en termes de charge, le steam cracker peut, comme je l'ai dit un tout petit peu précédemment, peut accepter des charges très légères à très lourdes. Et ce qui va un peu dicter finalement quel type de steam cracker on installe à tel endroit, c'est comme bien souvent la disponibilité de la charge et son coût. Et je citerai qu'un exemple, c'est le développement des gaz de schiste aux États-Unis a vu ou verra le développement de gros crackers sur charge plutôt légère, LPG, éthane. Un point aussi important, j'ai dit que le steam cracker, c'était une machine à faire des oléfines, notamment de l'éthylène, dans une moindre mesure le propylène. Alors même si j'en parle un peu moins, il faut quand même le savoir, le propylène, bien sûr, vient pour une bonne part du steam cracker, mais aussi pour une part non négligeable, à environ 30% d'une autre unité qu'on appelle le FCC, Fluid Catalytic Cracking, qui est plutôt une unité de conversion, qui d'ailleurs, entre parenthèses, permet de valoriser des courbes pas très sympas en produits à haute valeur ajoutée. Et puis, y a une demande, comme je l'ai montré, de propylène qui croît. Et donc, on voit un développement de solutions qu'on appelle en anglais on purpose, c'est-à-dire des technologies qui vont faire de manière ciblée du propylène. Donc, je citerai que quelques-unes d'entre elles. Donc, la technologie de propane dehydrogenation, méthanol to oléfine ou encore la métathèse. Alors bien sûr, quand on regarde un peu plus en détail, qui dit charge différente dit rendement en sortie d'une unité fortement impactée par le type de charge. Donc là, je montre deux cas, un steam cracker avec une charge éthane, donc très légère, qui de manière fortement logique va faire beaucoup de produits légers, donc de l'éthylène, qui est le produit qu'on recherche, et dans une moindre mesure des coupes plus lourdes, donc un peu de propylène, de l'essence de pyrolyse, je reviendrai dessus. Et puis bien sûr, avec une charge beaucoup plus lourde, cela va donner un split de produits assez différents et notamment orientés vers des produits plus lourds. Donc on va faire plus de propylène relativement à l'éthylène et aussi beaucoup plus d'essence de pyrolyse aromatique, donc qui va permettre, et on verra l'interconnexion avec la voie complexe aromatique. Si on regarde maintenant en aval d'un steam cracker, j'en ai parlé quand j'ai montré le schéma simplifié, on retrouve un ensemble de technologies, puisque en fait ce qui va sortir d'un steam cracker, ça va être un ensemble de produits, et on va vouloir obtenir de l'éthylène et du propylène avec une spec qu'on appelle polymer grade, c'est-à-dire en éliminant des contaminants qui vont sinon impacteraient ces opérations. Donc on a notamment les technologies d'hydrogénation sélective qui vont qui ont deux objectifs, c'est d'éliminer ces produits qui pourraient avoir un impact sur les procédés aval, tout en minimisant la perte, puisqu'en fait un procédé qui hydrogène va avoir tendance à vouloir hydrogéner toutes les doubles liaisons qu'il va rencontrer. Donc on va vouloir hydrogéner, par exemple, dans la coupe C2 la coupe C3, le méthyle, le MAPD, donc méthylacétylène et je ne sais plus quel est l'autre, propandiène. Donc on va vouloir hydrogéner une double liaison et pas la deuxième. Donc c'est un ensemble de technologies. Axens a un grand savoir-faire dans ces hydrogénations sélectives, notamment dans le design des catalyseurs.
qui contiennent des métaux pour amener l'activité et la bonne sélectivité. Et je m'attarde un tout petit peu sur la partie paille gaz, puisqu'en fait, elle est interconnectée très fréquemment, enfin, en tout cas de plus en plus, avec la production d'aromatiques. Alors, soit pour faire des BTX qui après seront vendus en tant que tels sur le marché, puis séparés par d'autres opérateurs, ou alors vont servir de charge directement pour le complexe aromatique. J'y reviendrai plus tard. Je m'arrête un instant parce qu'on doit aussi en parler. Quand on opère un steam cracker, on est confronté à tout un tas de contaminants et donc on doit avoir dans l'ensemble des technologies des masses de garde qui permettent d'enlever ces contaminants. Alors là, quand je parle de contaminants, c'est plus cette fois-ci des molécules organiques, mais c'est des molécules avec des contaminants tels que l'arsenic, le mercure et d'autres, où si on ne les enlève pas, on a un effet néfaste sur l'ensemble des technologies d'hydrogénation sélective et autres dont j'ai parlé précédemment. Alors, je ne reviens pas sur le marché, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, donc, le polyéthylène, c'est bien sûr le polymère phare pour tout un tas d'applications, que ce polyéthylène, on le produit sous 3 grades différents HDPE, LDPE et LLDPE. Les 3 grades sont tirés par la demande en polymère, j'y reviens pas. Plus important, enfin plus intéressant en tout cas, il y a 2 grades en particulier, le HDPE et le LLDPE, qui tirent en fait la demande. Alors LAO, je m'excuse, c'est linéaire alpha-oléfine, donc notamment le buténin et l'hexénin, parce que ces produits en addition en tant que comonomère avec l'éthylène vont pouvoir apporter des propriétés améliorées, soit mécaniques, soit optiques, et qui sont recherchées pour certaines applications. Donc cette demande pour ces grades-là tire la croissance d'autres oléfines, et pourquoi je parle de ces oléfines, c'est qu'elles viennent, le buténin et l'hexénin, du steam cracker aussi. Et notamment, là je parle un peu plus de ce qu'Axens est capable de mettre en œuvre, des technologies de catalyse homogène, parce qu'en fait ces oléfines en C4 ou en C6, soit on peut chercher à les extraire, mais c'est assez complexe et assez coûteux, soit on peut chercher à les synthétiser on purpose, c'est-à-dire prendre 2 molécules d'éthylène pour faire du butène ou 3 molécules d'éthylène pour faire de l'hexène. Et Axians a un savoir-faire en termes de catalyse homogène qui est une solution assez smart pour faire ces molécules on purpose. Donc j'en viens à une petite conclusion avec quelques messages à retenir. Donc le steam cracker, c'est une machine à faire de l'éthylène dans une moindre mesure du propylène. Je rappelle, le propylène vient pour une partie assez importante du FCC ou de procédés on purpose. Le steam cracker, comme beaucoup de procédés, a des rendements qui dépendent bien sûr de sa charge, puisqu'on peut aller de charges très légères à des charges très lourdes, comme je l'ai montré. Et il y a un ensemble de technologies nécessaires pour purifier ces molécules avant de les processer dans des unités de polymérisation ou autres. Deuxième grande voie, donc cette fois-ci, on a vu la voie oléphinique, donc là, on va voir la voie pour les intermédiaires aromatiques. Alors je fais un petit rappel, j'en ai parlé juste en introduction. Benzène, on a 2 grands débouchés, polystyrène, polycarbonate, il y en a plein d'autres, mais juste pour rappeler ça. Le toluène, c'est un peu plus particulier parce qu'en fait, c'est un intermédiaire qui va, d'une part, pouvoir être de manière assez importante valorisé pour faire de manière utile des xylènes et du paraxylène, notamment. Également, c'est une source une base pour le pool essence. Quand on est limité pour faire l'octane, c'est un produit qui est rajouté dans le pool essence. Et puis, bon, bien sûr, il a des débouchés en termes d'intermédiaires chimiques. Et les xylènes, donc, comme je l'ai dit, la très grande majeure partie, c'est ce qu'on voit, sert à faire du paraxylène pour le PET, fibres textiles, bouteilles plastiques. Quelles sont les sources où l'on peut trouver ces aromatiques? Elles sont au nombre de 3. La principale étant le réformat produit à partir d'une unité qu'on appelle le reforming, et notamment le reforming haute sévérité, technologie CCR, c'est-à-dire Continuous Catalyst Regeneration. On a un catalyseur qui circule, qui se coque et qui est régénéré en continu. Et puis, il y a 2 autres sources, donc l'essence de pyrolyse issue du steam cracker, on en reparlera, et puis une source beaucoup plus marginale, mais c'est intéressant de le savoir, c'est un sous-produit de l'industrie sidérurgique, ce qu'on appelle les colos, les coke oven light oil. Alors, quand on regarde ces 3 sources, malheureusement, la nature
pas forcément bien faite. Elle ne donne pas le ratio px-benzène qu'on voudrait, hein. Elle donne un ensemble de familles d'aromatiques. Et quand on veut faire du px et du benzène, on n'a pas d'autre choix qu'à partir de ces sources, de mettre en œuvre des technologies qui vont transformer ces aromatiques vers notamment le paraxylène et le benzène. Alors, je montre là un schéma, pas pour le plaisir de le montrer, mais juste pour vous montrer que le reforming, en fait, c'est un peu une unité à l'interface du raffinage et de la pétrochimie, parce que historiquement, le reforming, c'est la machine à faire des aromatiques, à faire de l'octane pour faire de l'essence. Donc tout le monde le sait, on limite maintenant la teneur en aromatique dans les essences, et donc les reforming, ils ont maintenant une application beaucoup plus pétrochimique pour faire, donc, comme je l'ai expliqué juste avant, des aromatiques, notamment px-benzène, enfin de manière ultime px-benzène, après tout un tas de transformations. Je le montre également aussi pour vous indiquer que le reforming, c'est la principale source de synthèse d'hydrogène dans une raffinerie, hydrogène important pour toutes les unités d'hydrotraitement, une grande partie des unités aussi de conversion qui vont avoir besoin d'hydrogéner les charges les plus lourdes pour les transformer en produits plus légers et plus valorisables. Et c'est notamment l'objet du bloc en bas du schéma, c'est-à-dire le bloc conversion. Je le montrerai dans une troisième partie, c'est la voie qui se développe pour upgrader de manière très très efficace tous les résidus atmosphériques ou sous vide en molécules à plus forte valeur ajoutée qu'on va pouvoir envoyer soit dans la voie steam cracker, soit dans la voie complexe aromatique. Donc la voie complexe aromatique, hein, c'est celle du bas. Alors le complexe aromatique, on peut y mettre le reforming ou pas y mettre le reforming. Chez Axens, on le met souvent avec. Donc en fait, le bloc aromatique est constitué de... Alors, le complexe aromatique, pardon, est constitué de 4 grands blocs qui ont chacun leur fonction. Le reforming qui fait les aromatiques, mais pas comme on veut, hein, comme je l'ai montré, pas avec le bon breakdown de paraxylène et de benzène. Il y a un second bloc, c'est l'extraction qui sert à purifier notamment le benzène pour le faire à la pureté requise pour les applications pétrochimiques aval. Un troisième bloc très important qui s'appelle, alors qu'on appelle aromatics rearrangement, c'est comment faire des xylènes à partir d'autres aromatiques qui ne sont pas des xylènes, puisque de manière ultime, ce qu'on veut faire, c'est des xylènes pour faire du paraxylène, et c'est l'objet du quatrième bloc, hein, qui s'appelle isomerization and separation, qui va épuiser en fait ces xylènes vers le paraxylène. Donc en fait, un complexe aromatique, ça prend un heavy naphtha, et en sortie, vous avez 3 produits, essentiellement, du benzène, du paraxylène, et un peu de non-aromatiques, qui d'ailleurs ne sont pas perdus, parce que quand on a un steam cracker pas loin, on le renvoie au steam cracker. Donc là, je ne montre pas un schéma, je montre une photo. Alors c'est un complexe Axens au Moyen-Orient. L'idée, c'est juste de vous montrer, ça s'appelle complexe parce qu'il y a aussi, comme un steam cracker, énormément d'équipements, des réacteurs, des compresseurs, des colonnes, des échangeurs, etc. Venons-en maintenant à chaque bloc. Donc le reforming, la machine, la technologie pour faire les aromatiques. Donc sans rentrer dans tout le détail de cette technologie, hein, j'ai travaillé beaucoup sur le reforming, on pourrait y passer la journée. Juste pour vous dire, donc, ce procédé fait à partir de paraffine, donc là c'est l'exemple qui est montré, c'est le N-heptane, une cyclisation pour faire un naphthène et ensuite une déshydrogénation pour faire un aromatique. Donc il fait ça avec toute la coupe, hein, qu'on va lui envoyer, donc un heavy naphtha, ça va du C6 au C10, peut-être un peu de C11, donc il va transformer l'ensemble de ces molécules non aromatiques en aromatiques. Et donc faire beaucoup d'hydrogène comme je l'ai expliqué. Le deuxième bloc, c'est un bloc qui fait... Donc là, on ne fait pas de transformation chimique, on fait que de la séparation. Et on a 2 grands types de technologies pour purifier les aromatiques, donc retirer les non-aromatiques, puisqu'en fait le reforming ne convertit pas intégralement, hein, bien sûr, l'ensemble de la charge, il reste quelques traces, parce qu'il y a des paraffines qui sont plus réfractaires que d'autres. Donc là, on s'appesantit avec ces technologies à séparer ces non-aromatiques des aromatiques pour faire la pureté requise pour alimenter les sections aval. Donc soit de la distillation extractive, soit d'extraction liquide-liquide. Le troisième bloc, c'est probablement dans un complexe aromatique le plus important. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a plein d'aromatiques. Est-ce que ce qu'on veut faire, c'est du paraxylène et éventuellement du benzène? Et donc on a besoin finalement de technologies pour que les aromatiques en C7,
en C9 puisse redonner des C8. Et notamment, là, si je prends l'exemple du haut, c'est la transalkylation qui prend un C7 et un C9 qui échangent des groupes méthyl pour faire 2 xylènes. Dans un complexe aromatique typique, c'est l'unité qui va quand même permettre de faire 50% des xylènes qui vont être utilisés pour le paraxylène. Donc on a un ensemble de technologies là aussi qui sont clés pour faire le paraxylène. Et dernier bloc, la boucle xylène, la xylene loop, là, comme c'est noté, avec d'une part l'isomérisation, c'est-à-dire après avoir extrait le paraxylène de cette coupe, on remet à l'équilibre cette coupe pour refaire du paraxylène et on épuise ainsi l'ensemble des xylènes. Donc on a différents types de technologies, je ne rentre pas dans le détail. Une qui va plutôt déalkyler l'éthylbenzène, donc qui va faire du benzène, donc ça, on aura un complexe aromatique qui va faire quand même beaucoup de benzène en plus du paraxylène, ça dépend du marché qu'on recherche, ou alors s'il n'y a pas de débouché pour le benzène, on a un deuxième type de technologie qui isomérise l'éthylbenzène en xylène pour vraiment faire un complexe aromatique qui va faire que du paraxylène. Et donc là, dans cette xylene loop, je l'ai dit, il y a la purification du paraxylène. On a deux types de technologies, mais une a supplanté l'autre, même si à l'heure actuelle on voit quelques complexes qui utilisent la cristallisation. C'est dans la majorité des cas, l'adsorption par une technologie qui porte un nom bien barbare, l'immobile simulé ou simulating moving bed en anglais. Je pourrais aussi vous en parler très longtemps, j'ai travaillé pendant 8 ans à l'IFP sur ce procédé, et donc qui sépare en fait le paraxylène des autres xylènes. Et pourquoi ça a supplanté la cristallisation? C'est parce que le rendement de cette technologie, qui est de 97 ou plus, est bien supérieur à celui de la cristallisation qui, du fait de l'équilibre liquide-solide, plafonne à 65%. Je termine un peu comme pour alors même si j'en ai pas parlé beaucoup, pour le steam cracker, je pense qu'il faut quand même souligner que aussi bien donc sur la voie oléfine que la voie aromatique, les fournisseurs de technologie, certes, ils utilisent des charges carbonées avec tous les inconvénients qu'elles ont, mais ils ont quand même en ligne de mire l'environnement. Alors peut-être pas au premier plan, parce que la première chose, c'est les economics, bien sûr, quand on vend un projet, mais malgré tout, qui ont un impact bénéfique pour l'environnement, parce qu'en fait, ces deux grandes voies, elles ont évolué pour intégrer de plus en plus, d'un point de vue énergétique, les différents blocs entre eux, et notamment là pour le complexe aromatique, Axens, à l'heure actuelle, des schémas qui consomment environ 50% de moins d'énergie par des intégrations particulières entre tête et fond de colonne, en changeant la pression opératoire de certaines colonnes pour pouvoir augmenter le nombre de couplages qu'on peut faire entre les différentes sections, en générant de la vapeur qui va permettre d'alimenter des turbines et donc de faire tourner des compresseurs. Donc on a un gain d'un point de vue énergétique, donc d'un point de vue économique, mais aussi environnemental, assez significatif. Sur le steam cracker, j'en ai pas parlé, mais on a le même type d'intégration, alors notamment pour récupérer la chaleur des fumées, faire de la vapeur et être quasiment autosuffisant sur tous les trains de compression. Donc de même que sur le steam cracker, quelques messages clés à retenir. Le complexe aromatique, c'est la machine à faire du paraxylène ou du paraxylène et du benzène, comme je l'ai expliqué, avec toutes les applications qui en découlent, bien sûr. Essentiellement du naphtha lourd pour alimenter le reforming, mais comme je l'ai expliqué, une interconnexion avec un steam cracker pas loin quand on en a un, pour traiter l'essence de pyrolyse. Et puis donc un ensemble de 4 grands blocs pour faire tout ce qu'il faut pour transformer le naphtha en produit fini. Alors la troisième voie, ce n'est pas tout à fait une troisième voie, c'est plus une solution technologique, c'est la solution crude to chemicals. Alors qu'est-ce qu'on entend par crude to chemicals? Alors de manière simplifiée, je pourrais vous montrer juste la boîte noire et vous dire que ça transforme du pétrole en produit chimique, ça vous ferait pas très plaisir, donc on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans un crude to chemical? En fait, un crude to chemical, c'est rien d'autre qu'une raffinerie, mais qu'on va designer avec l'objectif de maximiser les rendements vers les intermédiaires pétrochimiques, que ce soit oléfines ou aromatiques. Et l'émergence de ces fameux crude to chemicals, ça intervient à peu près au milieu des années 2010, où ça marque en fait un peu une étape supplémentaire dans l'intégration raffinage pétrochimie, où on a une demande en carburant qui est moindre, ou en tout cas qui croît beaucoup moins vite que la demande en pétrochimique, et donc un besoin finalement de coupler ce raffinage et la pétrochimie pour faire les intermédiaires dont je viens de parler. Alors pardon, je reviens juste en arrière. Donc pourquoi j'ai dit que c'était pas une nouvelle voie en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas
d'autres technologies que celles dont je viens de parler. C'est juste qu'on couple au sein d'un même site les deux blocs dont j'ai parlé, le complexe oléfine, le complexe aromatique, avec tout le bloc conversion que je vous ai montré sur le slide où je vous ai parlé du reforming. Et ce bloc conversion étant très complexe, suivant ce qu'on veut faire, pour transformer notamment les résidus les plus lourds, atmosphériques ou sous vide, en produits qu'on va pouvoir envoyer après le bon traitement des poisons, après la bonne conversion, soit vers le complexe aro, si c'est du naphtha, soit vers le complexe oléfine, si c'est directement des oléfines, ou alors du light naphtha. Alors bien évidemment, je ne vais pas détailler, et ce n'est pas l'objet de toutes les technologies qu'on peut rencontrer, je vais juste m'appesantir sur quelques technologies, une qui permet de faire du naphtha à partir de résidus. Donc c'est la technologie en lit bouillonnant. Alors j'ai mis le nom commercial d'Axens parce que je me fais un peu de pub quand même, mais ce n'est pas l'objet non plus. Donc cette technologie lit bouillonnant, elle permet de maximiser à plus de 95% la conversion des résidus les plus lourds. Et elle est assez intéressante dans le sens où on a une addition et un soutirage continu de catalyseurs, ce qui permet de s'affranchir de toutes les problématiques de coquage du catalyseur ou de pollution par les métaux. Parce qu'il faut savoir que dans la partie la plus lourde du pétrole, pour ceux qui ne le sauraient pas, on retrouve à peu près tous les métaux. Alors certes, on en discutait avec M. Ledoux hier, une valeur commerciale importante, mais par contre un impact sur les catalyseurs des sections aval qui peut être assez significativement négatif. Donc cette technologie permet de faire du naphtha qu'on va envoyer vers le complexe aromatique d'un crude to chemicals. Et quand on est sur un site où le client veut maximiser la production de naphtha, on a aussi un autre type de technologie, c'est la technologie hydrocraquage en IFX, où on maximise encore plus la quantité de naphtha produite. Et là, je vous montre juste un exemple. Alors, je vous montre cet exemple chinois d'un complexe qu'on a démarré donc chez un client qui s'appelle Engli. Et ce que je veux souligner là, donc, il a ces deux plateformes, H-Oil et Hydrocracker. Mais ce qui est en fait important à avoir en tête, c'est que dans le plan quinquennal de la Chine, dans les années 2010-2020, il y avait une volonté affichée d'être autosuffisant en paraxylène. Donc on a vu l'émergence de méga complexes, puisque ce complexe-là, Crude to Chemicals, produit entre 4,5 millions et 5 millions de tonnes par an de paraxylène. Et donc être autosuffisant, puisqu'en fait la Chine est un très grand producteur de fibres textiles et ils importent massivement du paraxylène produit par d'autres pays. Donc l'idée, c'est qu'ils remontent leur chaîne jusqu'au pétrole brut. Je suis bon au niveau timing, Monsieur Ledoux? Sans problème. Ok. Donc deuxième voie, c'est celle pour faire des oléfines à partir des résidus, et notamment, alors j'en ai déjà parlé, le FCC, la machine à faire du propylène. Donc là aussi, on trouve un ensemble de technologies qui reposent sur la technologie FCC, mais qui sont adaptées pour être opérées à des plus hautes sévérités, pour faire plus de propylène à partir de ces résidus. Voilà. Et là, de nouveau, un exemple, alors cette fois-ci en Corée, où on a implémenté cette technologie High Severity FCC pour maximiser la conversion vers le propylène. Et donc le résultat positif, c'est qu'on ne fait plus du tout de fuel oil à haute teneur en soufre, et on a radicalement abaissé la teneur aussi en fuel oil à basse teneur en soufre. Donc deux produits qui ont une très faible valeur ajoutée pour faire des produits chimiques à plus forte valeur ajoutée. Pour conclure sur cette voie Crude to Chemicals, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que finalement c'est une étape supplémentaire dans cette intégration raffinage pétrochimique, comme je l'ai expliqué, où on va vers une maximisation des rendements vers des produits pétrochimiques à partir de coupes très très peu valorisables que sont les résidus atmosphériques ou sous vide. Alors, je fais un écart, donc on en reparlera beaucoup aujourd'hui. Donc, quelles sont les technologies qu'on voit émerger pour une pétrochimie plus soutenable? On a un ensemble de technologies. Alors là, je parle plus par rapport à ce qu'Axens développe, mais on est bien sûr énormément d'acteurs à faire ça. Il y a énormément de communication. Donc là, vous avez un aperçu des types de charges qu'on peut traiter avec les applications. Alors notamment, il y a quelque chose qui est en train d'émerger énormément, c'est les fameux SAF, Sustainable Aviation Fuel, pour les carburants, mais également d'autres types de technologies pour faire, en particulier la technologie BeautyCat qu'on a développé pour faire les BTX, les fameux aromatiques, pour faire notamment le PET.
Et on a un partenaire qui est un grand fournisseur de boissons avec qui on travaille, et on vient de faire là, la première bouteille en plastique entièrement biosourcée à partir de biomasse et de PX issus de cette biomasse. On a également un ensemble de technologies à partir de l'éthanol. Alors les alcools, c'est une molécule rêvée pour refaire toute la chimie des oléfines, et notamment l'éthanol, puisque en le déshydratant, on refait l'éthylène et toutes les voies qui en découlent, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, pour faire le polymère, mais aussi toutes les autres alpha-oléfines à partir de technologies existantes. Donc ça, c'est des technologies pour décarboner la pétrochimie par rapport à ses sources. La deuxième voie, c'est la décarbonation, Monsieur Ledoux en a parlé, par recyclage. Alors là aussi, on a plein de choses qui émergent. Donc là, je montre un peu ce qu'Axens fait. Et en fait, il y a vraiment trois types de voies de recyclage. Il y a la voie où on recycle un seul type de plastique, donc on trie très bien le plastique, et c'est la voie là, que j'illustre avec le PET, où on dépolymérise le PET, les bouteilles en plastique, pour refaire le monomère et donc repolymériser et refaire du PET. Après, on a une autre voie où on trie moins bien les plastiques, donc on a un mélange de plastiques, mais on va dire avec un tri quand même. Alors c'est ce qui est écrit en high quality, donc des plastiques triés de manière, on va dire, relativement correcte, où là on va convertir par pyrolyse, on va faire une huile de pyrolyse ces plastiques, huile de pyrolyse qui contient des contaminants qu'on va éliminer pour pouvoir faire une charge qui va être acceptable ensuite par le steam cracker. Et enfin, on a une troisième voie un peu plus large où tout type de plastique peut être recyclé, mais cette fois-ci avec un ensemble de technologies plus complexes, puisque là on repasserait par la gazéification, puis par le Fischer-Tropsch. Alors quand on regarde, bien sûr, le développement d'une pétrochimie soutenable, je pense qu'il est important d'évaluer les voies qu'on développe, notamment avec des outils comme l'analyse de cycle de vie, qui permettent de voir si la voie est pertinente ou pas. Alors, et notamment quand on regarde la décarbonation de la pétrochimie, donc on a parlé des sources, on a parlé du recyclage, et il y a aussi tout l'aspect CO2 émis par les unités qu'on développe, par les technologies qu'on développe. Et la transition, c'est aussi se rendre compte que si on développe des technologies qui émettent beaucoup de CO2, on aura beau avoir une source qui est décarbonée, il faut que le bilan CO2 final soit au moins neutre. Donc là aussi, la transition, elle a déjà commencé. On a des exemples d'électrification de fours sur certaines technologies. Alors quand on parle d'électrification de fours, il ne faut pas s'arrêter juste à mon four est électrique, il faut que l'électricité soit verte, sinon on ne gagne rien non plus. On pourra en parler des heures, les bilans carbone, le scope 1, scope 2, scope 3. Et j'ai envie d'aller même plus loin, c'est que, si je ne me trompe pas, l'accord de Paris, pour limiter à 1,5 degré, c'est pas seulement être neutre en carbone, c'est être négatif en émissions de carbone, ce qui veut dire comment on manage le CO2, en le capturant, en le séquestrant, ou alors en le capturant et en faisant une molécule chimique pour refaire des intermédiaires, comme en a parlé M. Ledoux. Voilà, je passe ce slide. J'en viens à la conclusion. Donc, au cours de cette présentation, on a vu, si c'était nécessaire de le rappeler, que la pétrochimie est partout, qu'elle repose sur 7 grands blocs, que sont les oléfines, les aromatiques, le méthanol et l'ammoniac, que c'est... Alors pour la partie oléfine aromatique, ces 2 familles sont faites à partir de 2 grandes plateformes, le steam cracker, le complexe aromatique, et j'ai parlé du coup de chemical parce que c'est important, c'est une voie qui émerge de plus en plus dans la transition, l'intégration raffinage pétrochimie. Comme je l'ai dit, cette pétrochimie, elle fait face à des challenges pour amorcer sa transition, que ce soit en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de CO2, que ce soit en termes on en a parlé avec le recyclage, mais le 7e continent, c'est pas un mythe. Donc, si elle veut réussir cette transition, la pétrochimie, il faut qu'elle s'occupe de ces problématiques. Et alors, j'ai envie de terminer quand même sur une note optimiste, c'est que, heureusement, ça a déjà commencé. Alors certes, on en est au balbutiement et on vit peut-être une véritable transition qu'on n'imagine pas encore, mais en tout cas, il y a déjà des acteurs industriels, il y a déjà des fournisseurs de technologies qui produisent des carburants ou d'autres produits à partir de biomasse, qui mettent en œuvre des procédés moins intensifs en énergie.
j'ai parlé d'électrification des fours, ou même qui développent, c'est le cas d'Axens avec d'autres partenaires, des technologies de capture, de séquestration ou d'utilisation du CO2. Et en aval, alors quand je dis en aval, ça peut peut-être faire sourire parce qu'au final, ça nécessite quand même les industriels, mais le recyclage, comme je l'ai dit, c'est aussi tout un comportement de tout un chacun qui doit aussi devenir un véritable réflexe, un véritable enjeu dans cette transition. Et puis il y a aussi d'autres voies telles que l'amélioration des matériaux, comment faire avoir les mêmes propriétés en consommant moins de matière. C'est aussi un axe, à mon avis, important sur lequel il faut travailler. Et pour terminer, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce n'est pas juste les industriels dans leur coin, ou les fournisseurs de technologie, ou les politiques avec de grands discours qui vont faire la transition. Il faut agir de concert. Si on prend conscience qu'on peut ne pas sacrifier le niveau de vie, mais par contre, il faut avoir conscience de là où on veut aller, dans quelle direction on veut aller. Si les industriels, les fournisseurs de technologie, les hommes politiques, les organismes comme la Fondation de la Chimie et surtout chaque personne qui habite sur cette planète veut réussir cette transition, je pense qu'on est armé. Le défi est grand, mais on doit pouvoir y arriver. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous m'avez donné 2 minutes pour faire... On viendra à vos questions tout à l'heure lors de la table ronde après les 3 autres conférenciers, mais vous m'avez laissé 2 minutes pour faire des remarques. Enfin, d'abord, vous remercier. Vous avez fait exactement ce qu'on vous a demandé. C'était exactement ce qu'on voulait, faire l'état de l'art, et c'était vraiment très bien fait. Et ça me fait penser à quelque chose qui est intéressant. Quand je faisais ma thèse, donc il y a très 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 longtemps, on en était au balbutiement de ça. Je me rappelle, juste après ma thèse, j'enseignais ce que vous avez fait aujourd'hui, mais on n'était pas arrivé à tous ces petits procédés catalytiques qui ont fait, en 50 ans, maintenant des progrès absolument considérables. On distillait et on transformait un petit peu. Maintenant, on fait tout, on récupère tout, on n'a presque plus de pertes. Ça veut dire qu'il a fallu 50 ans pour mettre au point ces technologies qui sont efficaces et qui vous permettent de faire ces fameuses aromatiques ou ces fameuses oléfines. Et donc, le souhait par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que cette machinerie extrêmement complexe, comme vous l'avez montré, soit capable, et je pense que dans le steam cracking, on y arrivera, soit capable d'avaler ce qu'on va lui donner au départ, c'est-à-dire ce dont on va parler maintenant, et qu'on n'aura pas besoin de refaire toutes ces technologies qu'on a mis au point, qu'il a fallu 50 ou 60 ans pour mettre au point, pour arriver à tous ces produits. C'est peut-être moins évident sur le reformage. Le reformage, ça va être un peu plus compliqué de lui faire avaler des huiles, des machins un peu farfelus, parce qu'il faut que ce soit assez propre, le reformage. Oui, alors, je suis entièrement d'accord. Alors, c'est vrai que j'ai passé qu'un seul slide, sans en parler, mais on travaille là-dessus, justement, le coprocessing de nouvelles charges dans les plateformes existantes. Et je vous rejoins totalement. Enfin, c'est en tout cas la voie choisie par Axians. Je parlais des carburants durables pour l'aviation. On veut pouvoir ne pas avoir à redévelopper des choses qu'on a déjà utilisées pour... Oui, mais vous voyez, par exemple, et puis je m'arrêterai là, on vous avait parlé de l'hydrogénation sélective des acétylènes pour garder que les doubles liaisons. On sait le faire sur des petites quantités, mais si on se retrouve avec un produit de départ où il y a des quantités de triple liaison énormes, on va avoir des problèmes, parce que le palladium-plomb ou le palladium, ça ne marchera plus aussi bien. Et tout ça, ça va poser des problèmes. Donc le changement de matière première risque de nous changer considérablement quelques petits procédés derrière qui risquent de tout bloquer. C'est ça va être l'enjeu du futur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.